Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CP Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec nous pour tenter de donner son point de vue. L'actualité dans le pays reste dominée par la situation d'insécurité dans l'Est de la République. Le M23 continue d'avancer et les manifestations des populations sont de plus en plus fréquentes. Entre-temps, le chef de l'État qui a participé ce week-end à un sommet au niveau de Bujumbura se trouve lui en Afrique du Sud. Que faut-il dire de ça? On en parle dans cette émission. On reviendra également sur le bilan du séjour du pape François. Les déclarations, qu'est-ce que l'on peut retenir après le passage du Saint-Père en République démocratique du Congo? D'autres questions importantes liées notamment à l'évolution de la situation à Kinshasa, la capitale, seront également évoquées. Avec nous au téléphone, un invité, l'honorable Mike Mukebai Nkosso. Honorable, bonsoir. Bonsoir, Perrault Loire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation depuis Kinshasa. Comment vous allez, honorable? Ça se passe bien à Kinshasa? Oui, bon, Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. En ce qui concerne ma vie de mon pays, ça se passe plutôt mal, très très mal. Je rappelle que vous êtes député provincial, élu de Lingwala à Kinshasa. Vous êtes membre d'ensemble de Moïse Katumbi. Comment va Moïse Katumbi? J'ai vu qu'il est venu participer à la messe. Le moral, après ces histoires des pères et des mères, comment se porte votre président? Moi j'ai parlé avec lui le week-end dernier, il va très très bien. Il sourit un peu contre des attaques, face à des attaques dirigées contre sa personne, comme quoi que c'est lui qui aurait instrumentalisé des jeunes pour désavouer le régime. Il souriait, il disait, mais finalement, on lui impute même ce que lui n'a pas fait. Donc on voit Katumbi partout, on voit l'homme de Katumbi partout, il en souriait. Bon, bah. Non, mais parce qu'il se raconte quand même dans beaucoup ne l'a jamais ébranlé. C'est un Congolais, au même titre que toi, que moi, qui est né d'une mère congolaise et d'un père juif. Il n'a jamais renié les origines juives de son père. C'est même là les mérites qu'il faut lui reconnaître. Au terme de la loi congolaise, il est en possession de tout le moyen pour se présenter à une élection présidentielle. Donc, le débat sur cette question des pères et des mères, c'est un débat de réseaux sociaux. La loi lui donne le droit de participer au même titre que notre Congolais, que moi, à l'élection présidentielle. Donc voilà. Non, c'est pas le cas. D'ailleurs, une fois, il m'avait dit de ne plus jamais répondre à toutes ces attaques-là, tout autant que cette autre affaire. Beveragui, j'étais même étonné comment il banalise cette affaire. Il dit, mais il ne faut plus parler de cette affaire Beveragui, c'est pas ça qui va ébranler à mon moral ou alors trouver mes affaires. Non, pas du tout. On va revenir au cours de cette émission sur cette affaire des pères et des mères, mais sur la question de manifestation, ou plutôt de la chansonnette qui a été entonnée lors de la visite des papes. On va y aller. Beaucoup, notamment les gens de l'UDPS, accusent Moïse Katumbi Chapo et ils disent que c'est lui qui aurait financé ce groupe de gens. J'ai suivi Thierry Mosséné pour de l'Union Sacrée dire que l'échantillon n'était pas représentatif. Le stade, c'est 120 000 personnes pour une ville de, disons, 10 millions d'habitants. Ça ne représente rien. Et sur les 120 000, c'est seulement 10% qui chantaient, soudoyés probablement par Moïse Katumbi. Comment vous analysez, vous, ces accusations contre Katumbi? Et surtout, quelle analyse vous faites après cette chanson? Est-ce que pour vous, c'est un désaveu? Ou plutôt, c'est une affaire de masse? Ces accusations sont avilissantes. Pas avilissantes à l'endroit de Moïse Katumbi, mais avilissantes à l'encontre de notre jeunesse. Chaque fois que les jeunes se mobilisent autour d'une cause, tout de suite des accusations d'instrumentalisation surgissent de partout. Nous connaissons cette rengaine, c'est depuis toujours, du temps de Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je sais que le jour où Mouzé Kabila prêtait serment au stade, les étudiants qui étaient là en grand nombre ont tout de suite entamé une chanson pour dire Mobutu Bandeka Boye. Ils dénonçaient en fait la constitution
de l'époque, bâti sur la mesure de Mosée. Et vous avez vu que quand Mosée est mort, nous avons peiné à lui trouver un successeur parce que cette constitution ne prévoyait même pas de succession. Les étudiants avaient raison d'exprimer tout haut cette protestation, mais ils avaient été accusés d'être instrumentalisés. Imaginez-vous, 120 000 personnes, comment vous les faites pour les soudoyer? Vous devez trouver des points focaux pour réunir une dizaine ici, une centaine là-bas. Mais ça va être très voyant, les gens vont s'en rendre compte. Donc Katumbi n'y est pour rien. Katumbi n'y est pour rien dans cette affaire. En tout cas, pour rien, c'est pas la première fois que des jeunes sont ainsi attaqués, puisqu'ils ont exprimé un point de vue dissident. C'est la pratique, ici chez nous, c'est courant, c'est pas le régime Félix qui va aller chercher cette trouvaille pour la première fois. Ça a toujours été ainsi. Quand on n'a pas de réponse face à une revendication sociale de la jeunesse, on parle d'instrumentalisation. Donc, Katumbi n'y est pour rien. Bon, celui-là qui dit que c'est pas représentatif, je connais, c'est un turiféraire qui a déjà fait ses preuves du temps de Kabila, formé dans les classes de 100 mètres, tu connais bien 100 mètres. Lambert Mende, vous voulez dire? Oui, mais c'est un propagandiste patenté. Mais parlons de ces 120 000 qui ne sont pas représentatifs. Vous savez, vous êtes vous-même un très grand journaliste, que dans les pays assez avancés démocratiquement, les sondages d'opinion sont pris très au sérieux. Et ils servent même à orienter des politiques, à se remettre en cause, à rester en phase avec l'opinion. Parce qu'une fois que vous êtes élu, vous avez les suffrages, mais vous devez garder les liens avec ceux qui vous ont donné ces suffrages. C'est souvent à travers les sondages d'opinion. Et les sondages d'opinion se font sur des échantillons plus réduits, 1000 fois, 10 000 fois plus réduits, échantillons de 1200 personnes. Et ils sont pris au sérieux. Et là, vous êtes dans un stade de 120 000 personnes. C'est très, très largement représentatif. C'est à considérer même comme un référendum populaire. C'est un référendum populaire. C'est à quoi nous avons assisté devant le pape. C'est le ras-le-bol général qui s'est exprimé à travers cette jeunesse qui était là. Et cette jeunesse n'appartient à aucune obédience politique. C'est une jeunesse neutre, un public neutre, un aéropage qui n'était pas partisan. Donc, qui a exprimé le mal-vivre qui est ressenti, le rejet qui est vécu dans la très grande majorité de Congolais à l'endroit de Félix Tshisekedi. De toutes les façons, ils peuvent pérorer, dire ceci ou cela, c'est un fait. Et ce fait-là est un moment tournant et ça restera un moment qui va marquer les 10-12 mois à venir. C'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Pour vous, quel message vous pensez que les Kinois en ont marre de Tshisekedi, les Congolais ne veulent plus de lui? Quel est le message profond que vous tirez de la chanson qui a été entonnée au stade? Ah, mais c'est clair. Donc, l'impossibilité d'une réélection pour lui. Les Kinois le lui ont dit. Donc, monsieur, faites vos valises, apprêtez vos valises. Monsieur, nous ne vous donnerons plus la possibilité de diriger le Congo. C'est un message fort et clair. Barrez-vous, monsieur, dégage. Barrez-vous, dégage. C'est vraiment clair. Donc, qu'importe le reste, les réactions, c'est politique, c'est d'ailleurs tout à fait légitime qu'ils tentent de se défendre. Mais ce qui a été vécu ces jours-là est un marqueur qui va continuer à rythmer la vie politique jusqu'à l'organisation des prochaines élections. C'est un gros marqueur. Je crois que ça a été même un moment décisif parce que vous pouvez vous imaginer que ça a dû impacter les populations d'ailleurs qui elles-mêmes sont déjà lassées de Félix Tshisekedi, notamment nos populations de l'Est, de la République démocratique du Congo, quasiment abandonnés à leur propre sort. Donc c'est un marqueur. On parlera de cette population quand on va évoquer la situation sécuritaire dans l'Est. Je voudrais qu'on parle un peu du séjour des Pâques, mais avant que je n'entre dans le séjour proprement dit, laissez-moi finir un peu les à côté. On a vu une forte salutation, je veux dire d'une salutation chaleureuse entre Martin Fayulu Madidi et M. Moïse Katumbi. Je sais que depuis que Katumbi avait rejoint l'Union Sacrée, je crois que c'est la première fois qu'ils se voyaient. Est-ce que cette salutation chaleureuse démontre déjà des ponts qui sont jetés? Est-ce que les deux se parlent déjà, Mike Mukebai? Les deux se parlent, des passerelles ont été jetées.
Ce que vous avez vécu là, ça n'a été qu'une effusion sur la place publique, mais les passerelles sont jetées. Vous savez qu'à notre congrès, Martin Fayoulou avait délégué son secrétaire général Davos Kitoko en personne, quoique celui-ci ait été empêché de prendre l'avion en compagnie, à partir de Kinshasa, en compagnie d'un député national, de décider dans la personne de Jean-Baptiste Kassekwa. N'empêche que par la suite, Martin Fayoulou a décidé donc de se faire représenter par un autre haut cadre de décider, à savoir, je crois, le patron décidé à Lubumbashi, qui a été à nos assises, en tout cas qui a assisté à la clôture de nos assises. Nous sommes en train de travailler, ce n'est pas seulement avec Martin Fayoulou, mais avec les autres leaders de l'opposition, parce que nous estimons que pour arriver à bout de ces régimes, il nous faut réunir nos forces. Donc nous allons jeter des passerelles autant vers Matata, si ce n'est déjà pas fait. En tout cas, nous prenons déjà langue. Autant avec Joseph Kabila et sa famille politique, nous allons y travailler. Si c'est possible de parvenir à une candidature on va tenter de retrouver les... Oui, tant mieux. Fayoulou a déjà fait un truc dans ce sens. Il a dit publiquement qu'il était disposé. Allô? Oui, allô? Donc, un travail pour une candidature commune, ces gens-là vont s'effacer probablement pour Moïse Katumbi, parce que Katumbi a dit que sa candidature à l'élection présidentielle était irréversible et qu'il ne reviendrait plus là-dessus. Nous l'avons fait une première fois à Genval, pourquoi pas une deuxième fois? Nous allons tenter. Je sais que ce n'est pas facile en raison des égos des uns et des autres, mais nous allons tenter, pour le bien des Congolais, de parvenir à une candidature commune. Une autre question avant de parler du séjour, c'est cette image qui est quand même restée, qui d'une certaine manière, selon ses détracteurs, enlève un peu à Moïse Katumbi la casquette d'homme d'État. Pourquoi avoir refusé de se mettre debout quand le président de la République est entré? On a vu que tout le monde s'est mis debout, sauf Katumbi, sauf Fayoulou, alors que le pape lui-même s'est incliné devant le couple présidentiel. Tshisekedi n'est-il plus président? Je n'ai pas bien saisi votre question. Je pose la question sur cette autre image qui a été largement commentée sur les réseaux sociaux lors de la messe. On a vu que Moïse Katumbi a boudé l'entrée du président Tshisekedi et lui et Martin Fayoulou ont refusé de se mettre debout. Ça fait un peu le chou gras des proches de M. Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas se vendre dans la peau d'un homme d'État qui a refusé d'honorer un président de la République en fonction? Non, ça a été peut-être un moment d'inattention, c'est tout simplement ça. Oh non, Mike, attendez. Ça a été un moment d'inattention. Vous n'allez pas botter ça en touche comme ça, Mike Boukebaï. Le protocole annonce l'entrée du chef de l'État, tout le monde se met debout, sauf Katumbi et Fayoulou. Vous dites que c'est un moment d'inattention? Ouais, je connais Katumbi assez élégant, très élégant même. C'est là même sa particularité, mais je crois que ça a été un moment d'inattention, c'est tout. Ok. Alors, parlons du visite de Pape Mike Boukebaï. Quel bilan vous faites, vous, de ces 4 jours de la visite du Saint-Père en République démocratique du Congo? Est-ce que vous pensez que c'est une visite qui a été positive pour le Congo? Quelles leçons vous tirez de ces séjours de Papa à la RDC? C'est une visite qui a été bénéfique, je dirais même très bénéfique pour la République démocratique du Congo, en ce que tous les projecteurs des médias ont été braqués sur notre pays. Donc cette visite a servi à attirer l'attention du monde, de la communauté internationale sur le Congo, notamment sur le sort de compatriotes de l'Est. Vous avez vu par exemple combien la réception des victimes de l'Est a ému le monde. C'est des choses que les gens disent, qu'ils entendent parler, mais quand vous suivez comme ça ces témoignages en live de la bouche de celles qui ont été victimes, c'est très très pathétique, c'est émouvant, ça peut amener, susciter, stimuler des actions dans ce sens-là pour essayer d'aider le Congo à régler ces conflits sempiternels de l'Est. Donc c'est une visite bénéfique. Bon, reste maintenant que bénéfique ne suffit pas, attirer l'attention ne suffit pas. Il
Faut-il encore se battre pour inscrire, là c'est maintenant les propres efforts des dirigeants congolais, pour inscrire la RDC à l'agenda international, et non seulement inscrire, mais se battre pour rallier les puissances, pour rallier deux voisins et pouvoir changer le rapport de force face au Rwanda. Mais changer ce rapport de force suppose aussi deux obligations, deux devoirs de notre part. Vous voyez, maintenant, ce qui nous affaiblit, c'est que des accointances sont établies entre les forces gouvernementales et les groupes armés, parmi lesquels, les FDLR, et des soupçons de plus en plus étayés par des manifestations ça et là, des soupçons de la présence russe ici, donc du groupe Wagner. Tout ça ne nous aide pas beaucoup. Donc je disais que ça a été bénéfique, quitte à ce que Félix Tshisekedi fasse le reste à lui. Bon, alors, vu à l'interne sur le plan politique, le premier qui a été donné, c'est ces fameux professeurs constitutionnalistes André Mbata qui avait dit cette visite va nous amener deux voies. Alors j'ai dit qu'il a été désillusionné parce que le pape lui-même a eu un discours assez sévère, c'est quasiment qu'il a sermonné donc les dirigeants congolais et les cardinals autant, et cerise sur le gâteau, il y a eu ce dégagisme massif et spontané qui s'est exprimé au stade de martyrs. Donc cette visite aura, de notre côté aussi, servi au monde, servi aux Congolais plutôt, de démontrer à la face du monde que nous ne voulons plus de fait Tshisekedi. Ça affaiblit complètement Tshisekedi. C'est un président qui se déplacera désormais avec l'ombre d'un homme conjugué au passé. Plus personne ne lui accordera crédit. On sait qu'il n'a plus d'ancrage avec l'opinion chez lui. Donc ça, c'est un élément clé. Donc ça a été un moment important dans le cheminement vers l'alternance pour laquelle nous nous battons. Parlant d'André Mbata, je vous ai vu vous moquer de lui en promettant une prime de $1000 à chaque journaliste qui ferait une interview avec lui pour qu'il donne son point de vue sur la visite du pape. Je me moquais pas de lui, hein, c'était sérieux, parce que ça allait être un exploit qu'un journaliste arrive à arracher à Mbata ses impressions sur la visite du pape. Et donc je cru que ça valait la peine quand même démotiver les journalistes à aller le chercher, mais il s'est terré je ne sais où. Hein. La prime est toujours en cours. Le journaliste qui aura arraché l'interview sur cette question-là va chercher l'honorable Mike Boukébaï pour ses $1000. Bon, le moment est déjà passé. Je crois que Mbata a eu le temps de ruminer, de ravaler ses propres bêtises, et qui prendra du temps pour la prochaine sortie médiatique, et sûrement qu'il sera beaucoup plus mesuré. L'autre débat polémique sur la visite du pape, c'est le cardinal Ambongo, qui lui aussi n'a pas été tendre avec M. Tshisekedi. Il a dit notamment que le peuple que vous voyez souffre. Il a prêché pour les élections libres, démocratiques, inclusives et apaisées. Je vois une sorte de montée des boucliers contre le cardinal Ambongo. Est-ce que vous comprenez tous les tirs que M. Ambongo reçoit après la visite du pape? Comment expliquez-vous que M. Ambongo, alors qu'on reçoit les papes, parle devant le Saint-Père, il n'évoque pas la situation sécuritaire dans l'Est de la République, mais il fait plutôt les pics contre le président Tshisekedi? Bon, vous savez, l'Église catholique en République démocratique du Congo est très très particulière. Elle est très très engagée. C'est pas qu'elle fait la politique, mais elle assume son rôle prophétique social. C'est bien avant l'indépendance que l'Église a toujours affiché cet engagement. Vous savez que le cardinal Maloula avait été très très impliqué dans la lutte pour l'indépendance, et par la suite, il était très très impliqué. Vous savez qu'il a eu maille à partir avec Mobutu à cause de ses critiques envers le régime Mobutu. Autant Etchou n'avait pas été tendre envers le régime à l'époque déjà de Mouzé. Je sais qu'à un moment donné, un évêque ou un prêtre avait même été arrêté dans le Congo central, et que le cardinal Etchou avait décrété ici une sorte de jeudi cloche. Donc les cloches dans les églises retentissaient chaque jeudi, jusqu'au jour où finalement ces prélats-là, ces clercs-là avaient été libéré. Monsengo, même temps, en l'endroit de
de Joseph Kabila, aujourd'hui, le cardinal Frédéric Ambongo. Donc, les discours de l'Église n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est plutôt le comportement de ceux qui hier s'est flatté de la position de l'Église catholique. Ils sont arrivés en responsabilité, se sont mis à courir à l'enrichissement personnel, et tout ce qui est critique les irrite. C'est là le grand problème. Nous avons été tous ensemble ici, d'accord, pour applaudir David Ekofo. À l'époque, quand il avait pris à partie David Ekofo, l'évêque protestant, quand il avait pris à partie les kabbalistes lors d'une messe au centenaire protestant. Nous avions applaudi. Qu'aujourd'hui, les cardinaux Frédéric Ambongo reviennent sur les mêmes positions, reviennent pour mettre en avant les souffrances du peuple, alors là, il est accusé de tout le monde d'Israël. Il est attaqué de partout. Mais de toutes les façons, ça ne change rien. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qui est vécu par les populations. Il ne fait que porter les soucis, les aspirations du plus grand nombre de Congolais. Donc le reste des gens peuvent se livrer à des attaques contre lui. Je ne vois pas ce qui change en réalité. Mais ça a été toujours cela, cet engagement particulier, contrairement à beaucoup d'autres pays africains, où on n'entend presque pas parler de l'Église catholique dans l'engagement, dans la gestion des affaires publiques. Souvenez-vous encore, Père Louara, c'est l'Église qui a été à nos côtés et qui nous a aidés à déverrouiller la situation quand la conférence pro-démocratie, la conférence souveraine, avait été fermée. C'est l'Église via des organisations laïques qui avait organisé la fameuse marche des chrétiens de 1992. Hier encore, il n'y a pas plus tard, 3 ans ici, 4 ans, c'est l'Église, à travers l'organisation laïque, qui a été au devant de la scène pour donner le coup de stockade à Kabila. Nous avons été capables, toute l'opposition, nous tous, toutes les forces du changement réunies avec l'UDPS en 2017, de mobiliser les moindres militants dans la rue. Félix Tshisekedi avait appelé à 3 fois à manifester dans la rue et toutes les 3 fois flop. Je sais même qu'une fois il l'avait fait et qu'au veille il avait renouvelé l'appel et tout de suite après il avait pris son avion pour Addis Abeba. Je ne sais pas quelle était la destination finale, mais en tout cas il transitait par Addis Abeba en 2017. Et le CLC, organisation laïque, a pris les relais et nous a aidés à changer le rapport de force avec Kabila. En 2018, si je ne m'abuse, parce que je disais tout à l'heure 2017. 2017, c'est quand les 3 appels de Tshisekedi n'ont pas donné suite à une réelle mobilisation. Donc l'Église a pris le relais, et c'est cela d'ailleurs qui nous a conduit aux événements tristes qui ont occasionné la mort de Thérèse de Chadika Pangala et Mukendi Chimanga aussi. Donc l'Église a été toujours aux côtés du peuple, a toujours eu ce discours-là. Ça ne peut gêner que ceux qui ont changé de ligne, ceux qui travaillent pour leur propre confort, pour leur propre bien, au détriment de l'intérêt général. Ça ne peut que les gêner, c'est ça tout le problème. Non mais l'Église qui a toujours été à côté, comment vous expliquez que le cardinal, devant une telle tribune, qu'il ne prenne quand même pas soin de condamner le Rwanda? L'Église est-elle des mèches avec le Rwanda, avec les agresseurs? Comment le cardinal ne réserve pas une seule minute à la situation sécuritaire dans l'Est de la République? C'est parmi les grandes remarques qu'on est en train de lui faire depuis son discours. La position de l'Église quant à l'agression est bien connue. Elle est bien connue. L'Église a toujours condamné l'agression. Non, mais le cardinal n'en a pas parlé, Mike. C'était quand même une bonne tribune de visibilité, là. Ne demandez pas à l'Église d'avoir le même discours que le politique. Quoique l'Église se dresse contre tel mal ou tel méfait, l'Église travaille toujours pour rassembler les uns les autres. Donc ne lui demandez pas d'avoir un discours radical. Elle n'aura jamais. Vous avez d'ailleurs vu comment elle a été tempérée à la suite de la proclamation des résultats de la présidentielle de 2018, comment elle a été tempérée pour permettre à ce que finalement il y ait apaisement. Elle pouvait aller plus loin, publier ces résultats qu'elle avait en main et qui démontraient clairement que c'est Félix Tshisekedi qui n'avait pas gagné. Mais ça allait nous donner, ça allait nous avancer en quoi? Plutôt que ça allait peut-être nous jeter, nous plonger dans une guerre civile ici. Elle s'est retenue
dans la dernière minute. Certains n'ont pas été d'accord avec elle. On dit qu'elle devait publier ce résultat. Non, l'Église, quoi qu'elle soit assez critique, elle le fait pour le bien de tous. Et son credo est toujours de rassembler. Ça reste son credo. Ne lui demandez pas de dire c'est celui-là, le pécheur. Ah, non, l'Église est là pour accepter la confession de tous. Et donc rassembler. Et parlons tout simplement des églises. Il y a encore des hommes des églises qui s'élèvent quand même contre le cardinal. Est-ce que vous avez suivi les dernières sorties de l'évêque Pascal Boukouna qui lui dit que ce qu'Ambongo fait démontre qu'il a une dent contre Tshisekedi. Il est contre Tshisekedi de 1 parce que Tshisekedi lui a enlevé le fromage dans la bouche dans cette affaire des gratuités de l'enseignement. Il dit de lui qu'il n'est pas un homme de Dieu sérieux. Comment vous interprétez cette guerre désormais entre les confessions sur cette question-là? Ben, les églises de réveil, moi j'en fais en tout cas très peu cas, les églises de réveil là, ben, c'est des églises qui vivent sur le dos de Congolais, ben, elles sont généralement pour régime, elles ont été sous Kabila. Ben, elles servent la main qui les nourrissent. Qui les nourrit, c'est cela, c'est clair. Moi, je n'ai pas de commentaire. Il y a parmi ces pasteurs-là des semi-lettrés, incapables même de lire la Constitution, mais qui se permettent d'en faire des interprétations sur le plateau de télévision. Moi, je ne suis pas ce genre-là. Généralement, c'est quand vous posez des questions comme ça que je sais que tel a dit ici ou tel a dit cela. Mais leur discours n'a pas d'impact direct sur la vie des Congolais. C'est des petites églises à 5 000, 10 000, et qui d'ailleurs sont en train de se diviser tout le jour ici. Elles n'ont pas d'emprise sur la vie réelle des Congolais. C'est des églises qui vivent de leurs relations avec ceux qui sont au pouvoir, des ministres, ainsi de suite. C'est normal que ces églises-là voient très mal la primauté de l'église catholique et surtout son influence dans la vie des Congolais. C'est tout à fait normal. Mike Mukebaï, on va ouvrir le chapitre de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Hier, des Congolais sont descendus dans la rue pour appeler au départ des forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Des manifestations qui se sont poursuivies jusqu'à tard la nuit. On signale notamment des pillages. J'aimerais vous faire réagir premièrement sur ces manifestations. Est-ce que vous comprenez la frustration et l'exaspération de nos compatriotes de cette partie de la République qui sont descendus dans la rue? Je comprends cette frustration et je la partage. J'aurais réagi de la même façon si j'étais là-bas. Je sais que la vie est devenue très très dure à Goma. Goma est complètement étranglée et prise en étau. Les ravitaillements de cette capitale de la province du Nord Kivu, son approvisionnement en vivres ou autres articles est devenu très 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 difficile. La frontière avec le Rwanda par Gisenyi est fermée à 15 heures. Les hommes d'affaires ont dû se mobiliser pour aller voir les autorités provinciales et demander qu'on puisse un peu alléger cette mesure-là. Ce que j'ai appris m'a vraiment indigné, qu'il a été demandé une contrepartie à ces hommes d'affaires-là. C'est quand même très très grave ça. Bon, quoi que je partage ces mouvements et que je l'encourage même, j'appelle quand même à plus de modération, surtout quand je vois des images ou des sites rwandophones, donc des églises tenus par des rwandophones ou de magasins tenus par des rwandophones pris pour cible dans ces manifestations. Ne prêtons pas le flanc à ceux qui veulent passer le Banyamulenge pour ceux qui sont stigmatisés. C'est même là que je parle le même langage qu'avec Félix Tshisekedi. Il a toujours appelé à vivre en harmonie avec ses compatriotes-là. Et toi, tu as toujours dit que les Banyamulenge sont congolais. Sur cette question-là, tu ne changes pas d'avis. Vous dites? Tu as toujours dit que les Banyamulenge sont des Congolais, pas question de changer d'avis, pas question de géopopulisme sur cette question-là. C'est ceux qui pensent qu'ils ne sont pas Congolais, qu'ils nous fassent une offre de proposition. J'ai jamais reçu une offre de proposition. Je vois des gens qui laissent parler leurs fantasmes dans le média, ils ne sont pas Congolais. On va à l'anthropologie, aux ethnies ici, pour dire que jamais au Congo nous avons compté une ethnie appelée Banyamulenge. Oui, mais faites-nous une offre, faites-nous une proposition. Qu'est-ce que nous faisons d'eux? Nous débarquons là-bas sur le haut plateau de Minembwe, avec des camions, nous les embarquons de force pour aller pour les acheminer où? Quel est ce pays qui va nous ouvrir la frontière pour dire oui, nous le recevons? Arrêtons de fantasmer, c'est un problème qui se pose à nous depuis l'indépendance, même avant, mais en tout cas avec plus d'acuité depuis l'indépendance. Il est inimaginable que depuis 6 décennies, que des élites soient incapables de trouver une solution à un problème qui se pose à eux.
Le vrai débat, c'est quelle est la solution. C'est ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est pas cette généalogie. Le vrai débat, quelle est la solution? Que faisons-nous? Ceux qui les disent, vous les diront, il faut les renvoyer au Rwanda. Ce sont des Rwandais, ce ne sont pas de Congolais. Bah alors que ceux qui les disent là prennent la responsabilité de cette opération. C'est facile de les dire dans un média à partir de Bruxelles ou de Paris. Mais alors descendez ici, descendez à Goma, à Minembwe, alors passez à l'acte. C'est facile de le dire dans ces médias, très très facile. Vous savez la sensibilité qu'il y a autour de la question des minorités partout au monde. La Chine, toute puissante qu'elle est, elle souffre de la question des Ouïghours. Elle est interpellée ici et là-bas, la minorité ouïghour. Vous savez ce qui se passe en Birmanie avec la minorité Rohingya. C'est une question très sensible, elle ne se gère pas comme ça, sur des plateaux de télé, avec des points de vue qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain. Donc, je reviens à la question centrale. Donc, j'appelle nos compatriotes de l'Est à vivre de manière harmonieuse avec les Banyamulenge. Pour le reste, ce qui s'est passé, c'est que vous avez remarqué qu'il y a quelque temps, je disais que le gouvernement se fera prendre à son propre piège. Ils ont laissé, ou peut-être eux-mêmes ont poussé à cette hostilité ouverte envers la MONUSCO. Et c'est maintenant le transfert de cette hostilité-là aux forces de l'EAC. Alors, elles ne combattent pas, elles sont comme la MONUSCO, alors il faut demander le départ de ces forces-là. Et vous savez qu'ils ont entretenu les autorités, ils ont entretenu cette hostilité. Bakirou Kobo avait fait le déplacement de Goma pour aller monter la population contre la MONUSCO. Maintenant, nous payons, mais il n'y a pas que ça. Il y a la position, l'attitude du chef de l'État lui-même, de Félix Tshisekedi. Vous arrivez à un sommet, au sommet de Bujumbura, vous vous entretenez avec vos collègues, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été résolu. C'est tout à fait légitime parce que le Congo doit défendre ses intérêts. Mais vous réglez le problème entre vos homologues, entre vous. Non, vous sortez de là, vous interpellez les commandants de cette opération. Mais vous l'interpellez à quel titre? Et en fait, vous laissez filmer même la scène. Et là-dedans, c'est quasiment comme une intimidation. Mais vous lui faites comprendre que ce serait dommage que la population s'en prenne à vous. Si la population s'en prend au fort de l'EAC, qui est le grand perdant? C'est lui, parce que c'est lui qui a fait venir cette force régionale dans le sport qui va rétablir la paix. Si elle échoue, ça sera imputé à lui, à son passif à lui. Tous les propos qu'il tient, il ne se rend pas compte, qui peuvent se retourner, qui peuvent provoquer un effet boomerang. Et l'effet boomerang est celui-là. Dans les 24 Donc pour vous, heures, Tshisekedi porte la responsabilité de ce désamour entre la force de l'EAC et la population. Bon, ben écoute, je ne le dis pas en ces termes, mais en tout cas, 24 heures, 48 heures après, vous avez vu ce qui s'est passé à Goma. Et c'est là que je ne comprends pas. Mais alors, quand lui-même prend l'initiative pour aller vers la East African Community, quelle garantie avait-il? Parce qu'apparemment, aujourd'hui, il est mis en minorité et que de plus en plus même, j'ai l'impression qu'il se détourne de la communauté d'Afrique de l'Est. Alors, quelle garantie avait-il? Quelle garantie? Donc, lui-même a créé des faux espoirs. Et plutôt que d'en assumer la responsabilité, les voilà qui prend à partie le commandant de la force régionale. Lui ne fait qu'exécuter un mandat de la communauté. C'est la communauté qui lui dit ce qu'il y a à faire sur le terrain. Ce sont les différents chefs d'État qui décident. La revendication congolaise aujourd'hui est cette force, elle est offensive. Cette force, elle est offensive. Mais dis donc, quand vous êtes les alliés là-bas, vous ne vous étiez pas rassurés qu'il s'agissait d'une force offensive. Rappelez-vous que nous avait même dit, lui, chef de l'État, qui s'était transformé en journaliste pour nous donner des scoops. Ah, vous savez, la force kenyane débarquera à partir de Bunagana. Ce qui n'a pas été le cas, la force kenyane a débarqué dans Goma même. Goma menacé d'ailleurs déjà en ce moment-là de tomber sous le contrôle du M23. Et dans l'entretemps, nos liens, nos attitudes, ceci ou cela, certaines accointances nous affaiblissent vis-à-vis de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est quoi ces accointances? Il est établi aujourd'hui que nos forces armées
se battent en alliance avec des groupes armés, lesquels constituent l'un des problèmes majeurs dans la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un discours rwandophone que je ne laisse pas passer sur mon plateau. Vous êtes devenu l'avocat du Rwanda, ça? Je ne suis pas avocat du Rwanda. Quand les hommes de Codeco tuent pas les Rwandais. Codeco est un groupe armé congolais qui tue le Congolais en masse. Non, et vous pensez que moi, je dois être compréhensible vis-à-vis de Codeco? Non, mais ça, c'est les discours, l'argument que le Rwanda a toujours utilisé contre le Congo. Donc, vous, en prenant cette position, vous relayez les positions rwandaises. Mais parlons de cette question de FDLR. Et là aussi, soupçon d'incompétence. En tout cas, vous avez entendu un audio qui a circulé ici, qui rapportait un entretien entre un homme placé. Non, mais si le Congo... Parlons justement, Mike, de cette affaire de FDLR. C'est comme ça que j'ai dit que là, vous jouez les jeux du Rwanda. Le Rwanda a agressé le Congo plusieurs fois. Le Rwanda a occupé cette partie-là plusieurs fois. Que ce soit officiellement avec l'opération Umoja Wetu, montée à l'époque de Kabila, que ce soit officieusement avec le RCD et toutes les forces armées qui sont arrivées par là. Pourquoi le Rwanda lui-même, qui a une armée beaucoup plus puissante que l'armée congolaise, n'a pas réussi à régler l'affaire FDLR? Est-ce que ce n'est pas un faux argument que le Rwanda utilise contre le Congo? Vous croyez-vous à l'hypothèse de la présence des FDLR au Congo, vous, et à leur activisme? Je vous conseille cette approche-là, mais je vais vous opposer une autre. Mais avant d'en arriver là, je vous parle de cet audio où un homme placé ici parlait avec un général au front. Et vous avez entendu dans cet audio, est-ce que vous êtes en contact avec Omega? Omega, c'est qui? Omega, c'est le commandant, le numéro 1 de FDLR. Donc, vous comprenez ce qu'il y a. Mais alors, maintenant, là, mon approche à moi est laquelle? C'est que vous êtes en train de me dire que finalement, accommodons-nous au FDLR. Donc, un pays souverain s'accommode de la présence d'un groupe rebelle étranger et trouve que c'est normal que ces gens-là restent chez nous, armés, se livrant au trafic illicite des minéraux, s'en prenant tout à nos populations. Donc ça, nous avons fini par nous en accommoder. Donc c'est normal qu'un État comme ça, depuis, je sais pas, 30 ans, près de 30 ans, comme ça, il y a des étrangers chez nous qui occupent nos montagnes à l'est, qui tuent nos enfants, qui pillent, et nous nous accommodons. L'étranger rwandais qui s'en indigne, nous trouvons qu'il exagère. Et donc c'est ça la souveraineté d'un État. Si on vous fait le reproche ici ou là-bas, nous sommes souverains. Mais souverains, 30 ans, vous vivez avec des groupes armés étrangers chez vous. Et qui font du mal à vos populations. Et vous vous en accommodez. C'est quelle perception de l'État? Quelle perception de temps? Je vais prendre un exemple, comparaison n'est pas raison, mais laissez-moi quand même prendre cet exemple. Donc vous êtes chez vous avec une maison à 4 chambres, un individu s'installe avec ses compagnons dans l'une des chambres sans votre autorisation, et chaque fois qu'il doit traverser votre salon, il renverse tout sur son passage, meubles et tout, et finalement, vous, votre épouse et vos enfants, vous dites, bon, ils peuvent rester là. Ils entrent quand ils veulent, ils sont quand ils veulent, mais voilà, vous dites, ils peuvent rester là. Et des années durant, vous vous en accommodez, ça vous gêne plus. Est-ce que vous êtes responsable dans ce moment-là? Qui peut vous prendre au sérieux à travers le monde quand vous dites que c'est devenu une force résiduelle qui ne représente pas une menace pour le Rwanda? Vous prendre telle étape et tenir un tel discours. Et non seulement ça, quand vous dites que ce n'est plus une menace pour le Rwanda, ok, tant mieux, mais les torts, ils ne les commettent pas au Rwanda, aux Rwandais, ils les commettent aux Congolais. Et plus encore, le chef de l'État lui-même qui a dit que c'est devenu une force résiduelle, qui va jusqu'à dire qu'ils sont devenus des coupeurs de route. Donc, il a des coupeurs de route étrangers dans son pays, mais il en parle comme ça. Ok? Bon alors, ce même coupeur de route, selon les chefs de l'État, je disais que là, il était devenu celui qui nous donnait de scoop. Là, il nous donne un autre scoop. Que ces coupeurs de route, ceux, moi je ne les savais pas, je l'apprenais de sa bouche, ceux qui avaient assassiné le diplomate, l'ambassadeur italien. Donc ça signifie que ce n'est pas une force résiduelle. Ils donnent raison au Rwanda. Donc ils sont capables d'avoir des informations au bon moment, de s'organiser, de planifier et d'exécuter. Donc ils avaient l'information que le diplomate faisait le déplacement dans les détails de son parcours et à l'endroit M donné,
Ils ont frappé et l'ont tué. Et quand ils frappent un tel coup, quel message veulent-ils donner au monde, au Rwanda, à nous? C'est que nous sommes là. Donc vous comprenez, nous sommes là. Vous aurez beau dire, les Rwandais exagèrent, mais les rapports de force fait que c'est ça qui sert de prétexte au Rwanda. Alors coupons bien les prétextes au Rwanda, c'est aussi simple que ça. Les Rwandais estiment que si les FDLR, c'est ça l'analyse à partir de Kigali, si les FDLR n'osent pas entreprendre des incursions, ce n'est pas en raison de leur affaiblissement, non. C'est en raison de la dissuasion en face. Les FDLR savent que s'ils tentent la moindre balle tirée sur les sols rwandais, c'est qu'au nom du droit de poursuite, le Rwanda va traverser et détruire leur maquis ici chez nous. Et ils vont connaître d'énormes pertes en matériel et en hommes. Et ils se préservent donc d'attaquer le Rwanda. C'est cela le grand piège. Alors enlevons ces prétextes au Rwanda, tout autant que le groupe armé. C'est avec les mêmes groupes armés que nous allons négocier, que nous avons négocié sans succès dernièrement en Nairobi. Alors vous négociez avec eux ici, vous revenez, vous les armez, finalement, vous les armez, vous les renforcez. Ah, ils ont compris plutôt qu'ils sont là pour servir la cause nationale aux côtés de groupes armés, de forces régulières. Alors quand ils vont aux négociations, ils ne sont pas si tentés que ça que nous parvenions à un compromis. Ils font semblant d'y aller, de percevoir la... petite collation, ils en ont bien besoin, ils vont revenir. C'est ça le problème. Et ça, aujourd'hui, c'est connu que nous travaillons. Il y en a qui sont les plus cités, notamment les Nyatura. C'est cela qui nous affaiblit diplomatiquement. Parce que l'approche de... L'insécurité à l'Est n'est pas due qu'au M23. Elle est due à la présence de deux groupes armés. C'est cela. Des ADF. Et je ne comprends pas cette cristallisation autour du M23. Il y a une année, les M23 n'étaient pas là. C'est pas pour autant que l'Est était en paix. Donc nous avons encore une guerre beaucoup plus perfide, beaucoup plus complexe, c'est celle face aux ADF. Mike qui sont en fait des terroristes. Honorable Mike. Donc prenons en compte la situation de l'Est dans son ensemble. Et donc, le groupe armé, dedans, c'est cela. Honorable Mike Mukebaya, vous entendre parler, et je vous donne d'ailleurs raison, et à regarder la situation, on a l'impression qu'on est dans une sorte d'engrenage et que M. Tshisekedi n'a plus de ressources pour se sortir de cette situation-là. Quelle approche pour vous pour que finalement nous puissions en finir? Est-ce que vous pensez que le régime Tshisekedi a encore les épaules suffisamment larges pour nous ramener la paix dans l'Est de la République? Rappelez-vous qu'ils ont été au Burundi ce week-end, avant il était au Rwanda. Quelles leçons, quels résultats vous tirez de tous les sommets qui sont organisés autour de cette question-là en l'Est de la République démocratique du Congo? Alors, Félix Tshisekedi est essoufflé. Il a en train de vendanger sa dernière carte, celle de la liste African Community. Parce que c'est cette carte qu'il avait misée. Et vous remarquerez même qu'à un moment donné, les Rwandais s'étaient retrouvés dans une posture assez difficile à tenir, des condamnations par-ci, par-là. Je ne dirais pas que c'est la diplomatie qu'il a fait, mais plutôt la diplomatie de Félix Tshisekedi, mais plutôt un concours de circonstances. Les dénonciations ici, les concours, le massacre là-bas, et aussi la position française intenable, en ce sens qu'elle est en train de perdre beaucoup dans son propos précaré ouest-africain. Le Burkina Faso qui lui tourne le dos, les Mali, ainsi de suite. Ça fait qu'à un moment donné, le Rwanda s'est retrouvé en difficulté. Et vous avez vu, mais ça a été mal géré cet instant-là. Tout de suite après, le Rwanda a répondu. Et vous avez vu que le dernier sommet a mis Félix Tshisekedi en minorité. Alors, quelle carte va-t-il encore nous sortir? Il n'y a plus de carte pour lui. Je ne suis pas fataliste, ce n'est pas que je sois résigné, mais je me demande quelle carte va-t-il encore sortir? Quelle carte? Il est allé libre, c'est lui qui nous a amenés à l'East African Community, c'est lui qui nous a amenés là-bas, sans d'ailleurs au préalable obtenir l'autorisation du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, comme l'exige la Constitution. Il nous a mis devant un fait accompli. Ah, nous sommes devenus membres de cette communauté, et c'est là-bas que nous pouvons trouver la réponse à la question de l'insécurité de l'Est.
Ce qui, à mon point de vue, était bien vu au départ, étant donné que beaucoup de pays de cette partie de l'Afrique sont concernés par cette crise à l'est de notre pays. Mais alors aujourd'hui, vous avez vu qu'il est dit dans les derniers communiqués du ministre des Affaires étrangères que les États membres de l'East African Community ont reconnu des pesanteurs qui gênent la mise en œuvre de l'action. Donc il y a des pesanteurs. Ce sont lesquels pesanteurs? Personne ne nous le dit. Pesanteurs, c'est quoi? Dites-le-nous, c'est quoi ce pesanteur-là? Donc, nous avons été mis en minorité, c'est clair. Le communiqué de Christophe Lutundula reconnaît que nous avons été mis en minorité, c'est un aveu d'échec. Et plus loin, je vois Patrick Mouyaya qui dit que nous n'allons pas accepter ceci et cela, et nous allons réagir. Nous allons réagir signifie quoi? C'est très grave. À moins que la communauté internationale ou que l'Union africaine veille bien s'impliquer. Donc pour vous, là, on est mal barré, c'est du fatalisme, ça. La solution, c'est quoi? Le départ de Tshisekedi, donc avec Tshisekedi, on est mal barré. Moi, je ne demande pas son départ. Je lui demande de nous organiser les élections libres, transparentes et inclusives. Et je suis sûr et certain que le seuil qu'il puisse obtenir le plus élevé, c'est de 3%. Sûr et certain, les Congolais vont le faire partir. Ça, c'est très clair. Moi, je suis un démocrate. Le seuil qu'il puisse obtenir le plus élevé, c'est 3%. Et vous savez déjà qu'en 2018, il était venu avec un bénéfice de crédit, fils de grand opposant historique, à la tête d'un parti historique aussi, celui-là. Mais vous savez combien de voix il avait obtenu et en quelle position s'était-il classé. Et maintenant, là qu'il a montré cette façon de gouverner, le pays est complètement mis sous coupe réglée, les gens ne se préoccupent que de leurs intérêts, et j'étais encore scandalisé de voir que non, nous avons perdu tous les centres de l'État sous Tshisekedi. Je vois Denise Kanyakero qui sort de chez elle pour aller décerner des diplômes aux officiers supérieurs. Non mais on a dit qu'elle est marraine de cette affaire-là et que bon... Et comment elle peut être marraine alors qu'elle n'est revêtue d'aucune responsabilité officielle? Aucune. Comment elle va parrainer? Vous avez été choqué de voir la femme de Tshisekedi présider la prise d'armes. Même si elle est marraine, mais ça ne fiche pas. Vous savez, dans l'armée, ça s'appelle prise d'armes. Prise d'armes, ne pensez pas que prise d'armes, c'est la cérémonie qui sanctionne toute activité dans l'armée. Vous appelez ça prise d'armes. Cette prise d'armes ne peut être patronnée que par une autorité militaire. Que par la seule autorité civile qui peut la patronner, c'est le chef d'État, en ceci qu'il est le numéro 1 de l'armée. C'est ça. Non, voilà. Vous avez été scandalisé donc de voir Denis Nyakeru présider ça? Vous dites? Vous avez été scandalisé de voir Denis Nyakeru présider cette cérémonie? Oh, scandalisé. D'abord, non, vous pouvez. Oh, Donc, en fait, nous sommes en face d'une clique qui n'a aucun sens de l'État. Quel bénéfice? Pourquoi l'a-t-elle fait? Pourquoi? Comment ça? L'épouse du président qui vient, elle, décerner des... Pourquoi? Marraine de quoi? Mais déjà que c'est bien tout ce qu'elle fait là dans la philanthropie, tant mieux. Mais ça, elle est fait. Mais pas l'officiel. Elle n'en a aucune qualité. C'est très grave. C'est pour vous dire que vous êtes en face de gens qui n'ont aucun sens de l'État. Je n'en reviens pas. Donc, elle a pris la décision chez elle, en face de son cher époux, et elle a dit, bon, ok, vous pouvez y aller. Oh, je tombe à l'envers. Allez, on va refermer ce chapitre de sécurité. Est-ce que vous comprenez que pendant ce temps, manifestation, insécurité, que le président de la République multiplie les voyages? Aujourd'hui, je vous parle, il s'est adressé au sommet minier d'Ibanda, Ibanda, je crois, à Cape Town. Ses affidés disent que... Indaba, voilà. Ces affidés disent que, bon, c'est dans le cadre de la visibilité de la République. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, cette question de visibilité de la République et d'attirer, d'attraction, de se rendre attractif, de rendre le Congo attractif vis-à-vis des investisseurs, elle est très très mal posée, cette question. Cette question ne doit pas être posée
a priori, en termes de déplacement et de marketing à entreprendre à l'étranger. Les gens, ceux qui sont assis sur d'énormes fortunes, les grandes multinationales, connaissent le Congo. Et ces gens-là se laissent démanger, leurs mains les démangent avec leur fortune. Ils font les tours de toutes les capitales du monde pour chercher des niches où placer leur fortune. Leurs milliards, là, les démangent. Ils ne veulent pas le garder, ils cherchent à les fructifier. Se rendre attractif, c'est d'abord de créer les conditions à l'intérieur. Stabiliser politiquement, sur le plan sécuritaire, la République démocratique du Congo. Les formalités en ce qui concerne la création des entreprises, c'est cela, attirer les investisseurs. Félix Tshisekedi est arrivé avec un pays, il ne faisait pas beau vivre en ce qui concerne les affaires, et il a poursuivi le combat que Kabila a laissé inachevé en ce qui concerne l'assainissement du climat des affaires. On en est où? Un investisseur débarque en République démocratique du Congo, officiellement il lui a dit que quand vous arrivez ici, en 3 jours, vous pouvez avoir sous la main votre entreprise créée. Il arrive, ça lui prend 30 jours. Et vous pensez que vraiment ça l'enchanterait de revenir ici? Il a payé son hôtel pour 4 jours et il doit rallonger, payer pour 30 jours et même alors, à la fin, il n'y arrive pas. La sécurité juridique n'existe pas ici. Les juges, ce n'est pas le droit qui guide, qui dicte ces décisions. C'est toute autre chose. C'est toute autre motivation. Alors, si vous ne comprenez pas c'est quoi les investissements, vous allez faire le tour du monde en bon globe trotteur et vous revenez les mains réduites. Nous sommes à la 5e année de sa mandature. Montrez-moi les moindres investissements qu'il a amenés au pays. Aucun. Les investissements que nous avons ici, ce sont des investissements sur base des bradages. Dernier exemple, celui de la communière. Vous prenez les actifs de l'État dans la communière, vous le bradez, plutôt que de le vendre à leur valeur réelle de 154 millions de dollars, vous le bradez à 33 millions de dollars. Lesquels 33 millions de dollars ne laissent pas la moindre trace, personne n'essaie de le retrouver. Et vous faites le déplacement d'Indaba. Vous avez vu combien de chefs d'État à Indaba? Est-ce que vous croyez que pour convaincre les hommes d'affaires, vous allez avec un discours à Indaba? Non. Vous arrivez avec un discours, ouais, c'est bien beau, mais tout le monde aujourd'hui s'est tapé sur Google pour voir ce que ces pays représentent un pôle de développement sérieux. Tout le monde sait, c'est ça. Tout le monde sait suivre le média, c'est ce qu'on dit du Congo. Nous sommes placés parmi les pays à risque en matière d'investissement. Il faut réduire le plus possible ces risques-là, plutôt que de dépenser l'argent de l'État dans des voyages infructueux. Nous sommes au 40e voyage. Vous, les médias qui savez bien le compter, vous pouvez me dire nous sommes au 40e voyage. Et surtout maintenant qu'il y a un nouveau jet disponible en permanence. Ouh, c'est parti pour la gloire. Allez, on va finir. Indaba, vous irez pour faire quoi, Indaba? Si c'est pour le discours, oui. Mais c'est pas pour convaincre les investisseurs. Pas du tout. On va terminer, honorable Mike Moukeba, et on approche l'heure par rapport à cette émission. Vous êtes quand même élu de Kinshasa, je m'en voudrais si je ne vous pose pas quelques questions sur la ville. Je vous ai vu dire que vous en prendre à votre président Godem Poi, dans un tweet qu'on vous attribue d'ailleurs, vous dites que le compte de l'Assemblée provinciale à Kinshasa a été saisi, et que c'est un compte à Freeland, d'après ce que j'ai lu. Mais j'ai vu tout de suite que le porte-parole de l'Assemblée provinciale, l'honorable Junior Lembalemba, vous a contredit en parlant d'un fake news. Est-ce vrai que le compte des bancaires de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sont saisis? Permettez-moi de revenir un peu là, une parenthèse. Quand je parle de la sécurité juridique, voyez-vous, par exemple, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur l'affaire Matata pour dire qu'elle est incompétente. Quelques mois plus tard, la même Cour s'est dédiée et dit qu'elle est compétente. Et quel message vous envoyez au tiers? Non, mais vous étiez même à Lubumbashi sur cette question-là, vous vous êtes abreuvé. J'étais à Lubumbashi. J'ai suivi un peu de loin la conférence. Même les doctrinaires ne se sont pas mis d'accord sur la question, hein, Mike? Non. Les doctrinaires se sont mis d'accord sur la question. Qu'est-ce qui a été dégagé? Ce qui a été dégagé, c'est que c'est vrai, l'ancien président, le président honoraire et le premier ministre honoraire n'ont pas de juge pénal en ce qui concerne les actes posés dans l'exercice de leurs fonctions et que c'est une lacune.
Et donc la Cour constitutionnelle a tenté de combler cette lacune en se disant, en contradiction avec elle-même, qu'elle est compétente après avoir dit qu'elle n'était pas compétente. Pour la première fois, elle était saisie directement par son propre parquet. Elle s'est dit incompétente. Pour la seconde fois, elle n'était pas saisie pour la question de se prononcer sur sa compétence. Elle était plutôt saisie par la Cour de cassation qui n'en a pas la qualité. Les instances habilitées à saisir la Cour constitutionnelle sont reprises de manière exhaustive dans la Constitution et la Cour de cassation n'y est pas. Ça c'est clair, elle n'y est pas. Alors, elle saisit tout de même la Cour constitutionnelle qui juge la requête de la Cour de cassation irrécevable. Vous jugez la requête irrécevable, mais après, vous vous permettez d'ouvrir une brèche et de dire, mais quant à notre compétence à nous, nous sommes compétents. Et donc, vous vous prétendez, au nom de la régulation que vous vous donnez en tant que Cour constitutionnelle, vous dites, je suis pouvoir régulateur, donc je comble cette lacune, donc Matata doit avoir un juge pénal. Alors vous... Quelle est la procédure de ces juges de saisine? Voilà. Plutôt que de penser à une réforme sur cette lacune, non, vous allez de violation en violation, et ça c'est très grave. Et quand des actes comme ça sont posés, que disent les tiers? Comment voient-ils la justice congolaise? Alors, revenons un peu à cette autre question. Mais vous savez, le cas Matata, c'est clair. Hein? Il s'agit d'un règlement des comptes. Matata n'a pas voulu rallier celui-là, en tout cas rallier sa candidature, donc il fallait à tout prix les décapiter. Parce que Matata, lui, a été poursuivi sur base d'un rapport de l'IGF, sur Bukangalonzo, la ferme agro-industrielle, mais il y a bien eu un autre rapport IGF ici, sur les actifs boisés de l'État, qui n'a prêté à aucune conséquence hein, sur la ferme minière. Ces rapports-là, celui-là a été lui classé, et celui de Matata donne lieu à des poursuites. Donc vous comprenez qu'il s'agit d'un règlement des comptes. Soit, alors, mais j'ai vu la réaction fake news. Moi, je suis député provincial, ça fait 2 mois que moi-même, je ne suis pas payé à cause de cette affaire, des prélèvements qui ont été opérés depuis de longs mois sur mes revenus, nos revenus des députés, comme impôt sur le revenu professionnel, qui n'ont pas été versés à la DGI. C'était un gros scandale que les gens cherchent à étouffer à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a des sérieux problèmes, ça fait 2 mois qu'ils ne peuvent pas faire passer des fonds à la Banque africaine pour qu'on nous verse nos émoluments. 2 mois. Et ce qui est même rigolo, c'est qu'en ce qui concerne les émoluments du mois de décembre, ils ont été payés en partie. Donc il y a un groupe de députés qui ont été payés et d'autres non, comme moi. Vous vous rendez compte un peu, qu'est-ce qu'ils veulent me dire ces gens-là? Hein? Comment est-ce que dans une assemblée comme celle-là, à ce niveau de responsabilité, vous payez une partie des députés, d'autres arrivent, et le lendemain, ah non, nous continuons à chercher de l'argent pour vous payer. Et nous sommes au mois de février. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher là? Hein? C'est n'importe quoi là. Hein? C'est très très grave ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Vous avez vu vous-même ici là cette vidéo qui est devenue virale où une organisation appelée Fondation Godin-Poyi qui se livre à l'assainissement prend les balayures ici pour les jeter dans les caniveaux. Et pour ça, le gouvernement central décaisse chaque mois 2 650 000 $ pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Plutôt que de les confier ces 2 650 000 $ à la régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin, qui est l'instance spécialisée en la matière, ah non, les gens ont improvisé, des députés, des dignitaires ont improvisé des ONG, et c'est ces ONG sans aucune expertise en la matière qui font l'assainissement et donc empochent cet argent-là. Vous vous rendez compte un peu? Et alors, quand c'est lui qui préside l'Assemblée provinciale de Kinshasa, lui-même se livre à de tels actes, et alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre pour le reste? Est-ce qu'il peut demander des comptes ou amener les députés à demander des comptes en Gobila? Hein? Tout ce qu'il trouve aujourd'hui, mon Dieu! Quoi donc? Non, c'est d'élaborer une liste et de l'adresser à la chancellerie des ordres nationaux pour demander des distinctions à une vingtaine ou une trentaine de personnes. Je ne sais quoi ce qu'ils ont fait dans l'histoire de la République, des parlants de la ville de Kinshasa, à commencer par lui-même, sous prétexte que ils ont sacrifié leur fonds de secret de recherche pour financer la construction d'un nouveau bâtiment administratif dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais faux! La construction de ces bâtiments a été surfacturée, un tout petit bâtiment qui nous a coûté 531 000 $. Et
Qui est l'entreprise contractante, l'entreprise qui a construit ces bâtiments? Genium, une entreprise dirigée par qui? Par un certain Jean-Claude Wansois, les propres interprètes de Godin Poyi dans une église de Bandalungwa. Cette entreprise n'a pas d'adresse connue dans Kinshasa, elle ne paye pas ses cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale, elle ne paye pas ses impôts, mais elle a pu obtenir un marché, donc au profit d'un individu. Et pour ça, l'autre, celui-là, qui était comme commanditaire de toute cette opération mafieuse opaque, celui-là va être primé par les ordres nationaux. Et Ngobila aussi sur la liste. Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait que, ici à Kinshasa, l'arrêt maternité, là, à Binzadelvo, soit rebaptisé aujourd'hui arrêt solo. Donc, odeur pestilentielle, odeur nauséabonde. Et la population dans le rayon de 500 mètres, je ne sais pas comment elle vit, cette pauvre population. Il y a une maternité à 200 mètres, j'y suis allé, j'ai bien fait une descente sur cette décharge publique à côté, et je suis allé jusqu'à la maternité où il est un peu maternité, vous vous rendez compte, des femmes ensemble sont là-bas, et des bébés. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Ngobila? En fait, en réalité, c'est qu'il y a une très vaste érosion. Là, à arrêt maternité, et il a transformé cette très vaste d'érosion en décharge publique. Et c'est nuitamment que les immondices sont acheminés là-bas. Et ça fait une monticule de, je sais pas, de 100 mètres de décharge publique. Et surtout quand il pleut, ça devient irrespirable. Et pour ça, la chancellerie des ordres nationaux va lui donner des galons. Vous vous rendez compte un peu? Et ce sont ces gens-là qui adressent un démenti à mon tweet. S'il y a des sérieux en eux. La ville est par terre, complètement par terre complètement, par la faute de ceux de-là. C'est très grave. Allez, c'est noté, honorable Moukeba, et on sait que quand vous parlez de Kinshasa, c'est votre ville, vous arrêtez pas. Merci beaucoup, honorable Moukeba, d'avoir été avec nous, et bonne semaine chez vous à Kinshasa. Merci beaucoup, Père Louara. Merci, merci. Madame, Messieurs, cette émission est donc terminée. Je rappelle que l'invité ce soir, c'était l'honorable Mike Moukebaï. On est largement revenu sur des questions importantes d'actualité dans le pays et dans la ville de Kinshasa. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres numéros. Allez, bonsoir chez vous.